Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. 59e épisode, ça me paraît dingue. Mais déjà, nous y voilà. Je ne sais pas si ça se fête, un 59. En tout cas, comme pour moi, chaque conversation est une fête, je suis heureuse cette semaine de vous emmener chez Fabienne, une jeune femme pétillante, pour une conversation qui parle d'être mère et entrepreneur, d'égalité femmes-hommes, de s'épanouir professionnellement en explorant ses passions. Avec Fabienne, le paysage de 2050 est plutôt souriant. D'ailleurs, si jamais, au grand jamais, là tout de suite, vous n'êtes pas en train de sourire, je vous promets que vous y viendrez au plus dans quelques minutes, car Fabienne et moi partageons ce point commun, l'art inné de la joie. Entrez, écoutez. Le futur commence ici et maintenant. Bonjour Fabienne. Bonjour Rebecca. Je suis ravie d'être chez toi pour cette conversation tournée vers 2050, ouais. Évidemment. On s'est rencontrés il y a quelques semaines, c'était à Deauville. Voilà, on n'était pas en train de bronzer sur la plage, il faisait froid. Non. Il y avait du vent ce jour-là, il y avait de la pluie. Si on a été sur la plage avec quelques copines avec qui j'étais venue, on a été manger à l'heure du repas sur la plage, mais ouais. Bon, c'était pas un temps pour faire de la bronzette. C'était limite. Et en fait, on était là-bas à l'occasion c'était le 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et il y avait un événement autour justement des femmes conquérantes, Normandes en tête, ça s'appelait, pour être précise. Et tu y étais parce que tu fais partie d'un réseau de femmes, les Mampreneurs. Alors oui, j'y étais parce que je fais partie des Mampreneurs, je fais aussi partie des Ladies Lunch. Oui, c'est vrai. J'avais été surtout j'accompagnais surtout ce jour-là les Ladies Lunch, en fait, pour être honnête. D'accord, on se dit tout aujourd'hui. On se dit tout. Mais, et du coup, j'ai trouvé ça vachement intéressant puisque ça nous a permis vraiment de voir tous les réseaux autour des femmes, autour de l'entrepreneuriat, de faire plein de connaissances. Enfin, moi, j'ai fait la connaissance de beaucoup de femmes ce jour-là. Ouais, il y avait 13 réseaux qui participaient. Il y avait à peu près 600 personnes. Donc c'était vraiment une belle journée. Ouais, il y avait une belle ambiance en plus. C'était vraiment très sympa. Ouais, c'était très sympa. Ouais. Et puis, et donc c'est là que j'ai fait ta connaissance, que je te connaissais, on se connaissait sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, parce que tu es illustratrice. Oui. Alors j'aimerais que tu nous expliques à nos auditeurs quel type d'illustration tu fais. Ouais. Parce qu'elles sont très liées au thème qu'on va explorer ensemble. Alors les illustrations tournent beaucoup autour de la parentalité, notamment de la maternité, puisque quand j'ai commencé à faire mes illustrations, en fait je me dessinais moi. C'était moi dans les situations que je rencontrais tous les jours avec les enfants, des anecdotes rigolos, des situations qui m'énervaient un peu sur le coup, mais que j'arrivais à transformer avec l'humour en situation assez comique. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça tourne plus autour de ce que je connais. Moi, c'est mon point de vue sur la maternité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Pourquoi tu ne dessines pas les papas ?» Je leur dis « Oui, mais j'ai commencé à dessiner mes histoires, mon point de vue. Donc, c'est un peu compliqué de se mettre dans le point de vue du papa. Je ne vis pas ce que lui vit. Je n'ai pas la sensation de ce qu'il ressent. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer en tant que femme, en tant que maman. » Et d'ailleurs, alors pour les auditeurs, pour te retrouver, c'est Queen Mama. Oui. Mais je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Donc, une maman, entrepreneur, et c'est justement ces deux sujets que tu avais envie de projeter en 2050, dans une trentaine d'années, 32 ans pour être précise. J'aurais quel âge, au secours? Ne calcule pas. Non. Tu peux calculer pour tes enfants. Tu auras un enfant de 40 ans. Moi, je serais mamie, sans moi, là. Oui, voilà, c'est ça. Et justement, être femme, entrepreneur et maman, quand tu te projettes en 2050, qu'est-ce que tu vois? Alors, qu'est-ce que je vois d'un point de vue général ou d'un point de vue général, peut-être, et puis après, on va affiner. D'un point de vue général, je vois des femmes, en fait,
enfin, c'est une génération de slasheuses, comme on Oui. appelle. Parce qu'en ce moment, c'est un peu le mot à la mode. Enfin, j'espère qu'en 2050, ce sera juste courant, en fait. Ce ne sera pas juste un phénomène de curiosité, Ouais. mais que ce sera quelque chose de devenu courant. Donc, c'est Ou personnes qui voilà, ont plusieurs métiers. boulots, plusieurs métiers. Qui ont plusieurs métiers, pas forcément par nécessité, parce qu'on a tendance à dire si tu as plusieurs métiers, c'est que tu n'as pas... C'est de la précarité. Voilà, c'est de la précarité, c'est que tu n'as pas assez d'argent pour subvenir à tes besoins, donc tu cumules. Pas forcément, non. On peut avoir plusieurs métiers, parce qu'on a plusieurs passions, parce qu'il y a plusieurs choses qui nous donnent envie qui nous font vibrer, en fait, Ouais. et qu'on a envie d'explorer tous ces métiers, justement. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, c'est pas encore très courant, en fait. Quand on vient et qu'on dit « oui, je suis ça, mais aussi ça, mais aussi ça, et aussi ça ». Les gens, au début, ils sourient, puis finalement, on voit sur leur visage « pourquoi ?» Et ça devrait pas être comme ça, en fait. Ça devrait être naturel, en fait. On devrait pouvoir se dire que en 2050, on peut explorer vraiment toutes les palettes des métiers qui nous plaisent, toutes nos passions et toutes nos compétences, en fait. Quitte à faire même 3, 4, 5 métiers, sans que ça ne choque personne et que ce soit la normalité, finalement. Ouais. Donc, alors, tu as associé tout de suite et par 2 fois déjà le terme de travail et de passion. Donc, tu penses qu'en 2050, on sera dans un monde où on pourra justement plus largement faire coïncider ces deux choses-là? Oui. Oui, je pense que les gens, ils sont de plus en plus à la recherche de ça, en fait. Ils veulent vraiment ne plus forcément travailler pour travailler, mais ils veulent vraiment s'épanouir de plus en plus dans leur travail. Et s'épanouir, c'est aussi faire ce qu'on aime. Donc, je pense que les gens, ils sont à la recherche de ça et que en 2050, j'espère bien, que les gens n'auront plus peur de franchir le pas et de vraiment s'accomplir eux-mêmes et s'accomplir professionnellement à travers leur passion, quoi. Ouais, Donc, et la dimension, justement, parentalité, est-ce que on sera... parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent quand même moins que les hommes, des jobs plus précaires, moins bien payés. Justement, on parlait du 8 mars, cette fameuse journée importante qui n'est pas là pour, on le rappelle, pour tenir une porte, offrir des fleurs, parce que ça arrive encore beaucoup. Oui, avoir des promos sur la lingerie, quelle horreur. C'est ça. Ou sur le fer à repasser. Oh non, c'est encore pire. Et tu penses que de ce côté-là, ça aura évolué justement pour permettre aux femmes de plus trouver leur place? Oui, je pense que, j'espère, il faut que les mentalités changent et qu'en 2050, en fait, les femmes ne se posent plus de questions, elles n'ont plus à se poser de questions, à se dire je dois choisir entre ma maternité, mon travail, mais si j'accorde trop de temps à mon travail, qu'est-ce que vont dire les gens? Ils vont me regarder de travers, ils vont me critiquer. Et ça, on devrait pouvoir se libérer de ça et se libérer du regard de la société sur les femmes les hommes, personne ne se pose des questions, en fait. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils vont s'épanouir, ils vont faire le travail qu'ils aiment, ils vont s'absenter même des fois, faire des longs voyages professionnels. Et c'est normal. Et pour une femme, en fait, on est encore prisonnière un petit peu de l'image. Oui, il y a encore la question tout de suite, mais si tu pars en déplacement, mais la famille, les enfants, la maison, ça va se passer comment? C'est ça, et souvent, et quand les rôles sont inversés, on voit le papa comme un super-héros. Quand j'ai repris mes études il y a quelques temps, j'avais des semaines en fait, où je passais la semaine entière à Paris, parce que j'étais en alternance en fait. Et mon mari, il était vu par tous les voisins ou par les mamans de l'école comme le super papa qui gère les enfants tout seul quand même. Il est merveilleux cet homme, mais quand les rôles s'inversent et quand c'est la maman qui est coincée à la maison avec les enfants qui s'en occupent, c'est tout à fait normal. Mais oui, alors que finalement, on pourrait dire, affirmons que la moitié de l'humanité, les femmes, ce sont des super-héroïnes. C'est ça. Et qu'on ne le dit pas. C'est ça. C'est soit les mamans sont aussi des super-héroïnes et autant que les papas, ou soit on ne dit rien pour les papas qui font le travail. Ça ne devrait pas être aussi inégal en fait. Et en 2050, je souhaiterais vraiment que
cette image-là change et que les choses évoluent à ce niveau-là. Ouais. Alors, tu as une vision plutôt optimiste. Ouais. Si on regarde aussi ce qui se passe aujourd'hui, on voit aussi que les entreprises, ça les arrange bien aussi que les gens, cette nouvelle génération de slashers, parce que ça évite de payer quelqu'un à l'année, on prend à la mission. C'est vrai. Et est-ce que c'est pas une porte ouverte, en fait, justement, à une plus grande précarité, alors qui pourrait être choisie en quelque sorte, mais qui simplifie la vie aux entreprises là où il y a de l'argent, quoi. Après, je pense que c'est aux femmes et aux hommes, parce qu'il y a des slashers aussi, des slasheuses, de bien mener leur barque et de pas, entre guillemets, se faire avoir justement par ces entreprises qui vont vouloir les utiliser comme des employés jetables, en fait. C'est ça. C'est aussi à eux de ne pas se brader, de ne pas accepter n'importe quelle mission pour accepter une mission, parce qu'on donne aussi des mauvaises habitudes aux entreprises en acceptant tout et n'importe quoi juste pour avoir une mission. Et du coup, pour les prochains qui vont arriver, ils vont proposer les mêmes types de tarifs. Et c'est pas forcément rendre service aux gens, aux freelances surtout. Non, je pense qu'on peut vraiment se débrouiller. Il faut valoriser ce qu'on fait. Il faut donner de la valeur à ce qu'on fait. Et une fois qu'on a valorisé notre travail, on peut pas se vendre et se brader, en fait. Si on fournit un travail de qualité, on va pas dire c'est vraiment qualitatif, mais je vais vous vendre ça à très bas prix parce qu'il faut que j'accepte. C'est se contredire, en fait. C'est ça. Et il faut que les entreprises apprennent que ce qui est pas cher, c'est que c'est... Il faut pas s'étonner si derrière le travail soit pas qualitatif. Oui. Et ça me fait penser à quelque chose. Je lisais un article il y a quelque temps sur les fameux hackathons. Tu sais, ces événements où plein de freelance ou de gens, des bénévoles, des designers, il y a souvent des créatifs, et puis dans le monde du numérique. Des grandes entreprises vont lancer un hackathon, donc plein de gens bénévolement pendant 48 heures vont turbiner, faire plein de propositions, et puis eux, gratuitement, comme ça, sauf s'ils ont payé les sandwichs, et du coca à volonté, ou du Red Bull, et vont avoir récupéré plein de matières, tout ça. C'est aussi... une chose qu'on voit beaucoup se développer, mais qui peut aussi avoir un travers. On retrouve un peu aussi ce même risque. Exactement, il y a un gros risque. Il faut vraiment faire attention avec ça. Alors, que ce soit dans les écoles, l'école où j'étais à Paris, l'école de communication, on avait souvent des missions comme ça. On devait travailler sur des projets pour les entreprises. Bon, on est en apprentissage, donc ça a quand même un bienfait. En fait, ça nous aide à progresser, à avancer, à apprendre des choses. Donc ça, c'est tout à fait normal. Après, que moi, ça m'arrive très souvent, par exemple, je me prends comme exemple, puisque... Oui, voilà. C'est ton point de vue qui m'intéresse. Ça m'arrive très souvent de recevoir des demandes d'entreprises, plus ou moins grosses. Oui, nous organisons un concours d'illustration et la meilleure illustration aura le droit de figurer sur notre réseau social ou notre newsletter ou... il n'y a même pas de paiement à la fin, c'est juste le droit de... ils mettent ça sous forme de concours. Et ça, pour moi, ça me hérisse le poil, parce que je trouve que c'est vraiment ne pas respecter le travail des artistes. C'est vraiment dévaloriser la personne, et ce qu'elle est, parce que c'est... on n'est pas là, on ne s'amuse pas, en fait. On travaille, on fournit un travail, c'est un boulot. C'est pas parce que l'illustration est rigolote que c'est juste un jeu. Que c'est pas un jeu, c'est vraiment un travail. C'est dessiné, il faut réfléchir, on crée quelque chose qui n'existe pas à la base, on crée quelque chose de concret, sorti tout droit de l'imaginaire, quand même. Et le fait quand je reçois ce genre de mails, mes bras m'en tombent, vraiment, parce que je me dis c'est pas possible d'imaginer encore, de nos jours, que oui, je vais dire mais c'est génial, un super concours, je vais pouvoir montrer à la terre entière que... c'est ça. Telle entreprise va tweeter mon dessin, mais c'est complètement... il faut arrêter, quoi. Il faut que les entreprises, il faut qu'elles arrêtent de vouloir utiliser comme ça la matière grise des gens sans contrepartie, quoi. Donc si en 2050, on ne veut pas tomber justement dans ces travers qui grandiraient,
c'est à la fois un mouvement de responsabilité collective. Tu parlais un peu du collectif. Oui. Si on accepte de mauvaises missions, enfin à de mauvaises conditions, c'est pas bénéfique pour les autres freelances, etc. Et donc tu penses qu'en 2050, les dynamiques de réseau, un peu comme on voyait les Ladies Lunch, Mampreneur et plein d'autres, ça va être une clé importante pour le monde du travail de demain? Oui, je pense vraiment, surtout les réseaux par thématique, comme les réseaux féminins, enfin, il y a de plus en plus de réseaux comme ça professionnels, et je pense que ça a vraiment toute son importance, puisque des fois il suffit d'une rencontre qui n'amène pas forcément un contrat, mais qui va emmener sur une autre rencontre, qui va, c'est comme ça que ça marche, et je pense qu'en 2050, c'est quelque chose qui devra vraiment se démocratiser encore plus. Et je ne parle pas du réseau, même si je suis très très digital, il y a plein de réseaux aussi, on trouve plein de réseaux sur le web, mais même si je suis quelqu'un d'assez digital et je suis à fond là-dessus, mais je privilégie quand même le contact humain avec vraiment les vraies rencontres, les vrais échanges, comme là. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça, en vrai. Aujourd'hui, en vrai, in real life, c'est toujours mieux, quoi. Donc, et ça, en 2050, je pense que ça va être quelque chose qui va être vraiment de plus en plus développé, et qui va permettre aussi de faire du travail de qualité et pas forcément de se faire avoir. Parce que quand on fonctionne par réseau et par exemple, on fait du business en mode réseau, on a peut-être plus... on ose peut-être moins faire des choses qu'on ferait à un inconnu, en fait. On va vraiment agir de manière plus bienveillante, en fait. Donc, bienveillante et respectueuse. Voilà. Et pour atteindre ce monde-là de 2050, au niveau des évolutions sociétales, est-ce que ça te paraît important, par exemple, que, je ne sais pas, les pères aient un congé paternité qui soit aussi important que celui des femmes, des changements un peu comme ça qui permettraient de mettre ce coup d'accélérateur, parce que 30 ans, c'est pas tant que ça, quoi. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de changements à faire à ce niveau-là, que les pères ne se posent plus de questions, qu'on regarde plus comme un ovni non plus, un papa qui va décider de prendre un congé paternité alors que la maman travaille. Ça doit plus être quelque chose d'extraordinaire, ça doit être juste naturel, en fait. Ce que la maman peut faire, le papa peut le faire aussi. Bon, le papa peut pas donner la tétée, c'est vrai. Oui, ça. Messieurs, on vous l'accorde. Mais peut-être qu'en 2050, il y aura des technologies. On ne sait pas. Hein. Je pense pas. Mais il y a des tire-laits, hein. Oui, c'est hyper technologique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, un papa peut faire tout ce qu'une maman fait et vice-versa. Il n'y a pas de... Et j'espère vraiment que les mentalités vont évoluer à ce niveau-là. Mais moi, je le dis toujours, c'est plus qu'un problème sociétal, c'est aussi au sein même de l'éducation actuelle, en fait. C'est ce que nous, maman, papa actuels, on va enseigner à nos enfants et comment on va leur montrer comment il faut qu'ils agissent et comment il faut qu'ils fassent évoluer la société. C'est eux, cette génération-là, qui va faire que dans 30 ans, les choses vont changer. Et s'ils ont toujours le même modèle, un peu vieux jeu, un peu à l'ancienne, un peu macho, un peu... eux, ils vont reproduire naturellement ce schéma-là, et ça va continuer, perdurer. Et après, chaque fois, on se dit, mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça évolue pas? Si déjà, au sein de ton foyer, tu n'essayes pas de faire changer le regard de ton petit garçon, de ta petite fille, sur ce que devrait être l'égalité homme-femme, ça ne va pas changer dans 30 ans. Donc c'est maintenant, en fait. C'est maintenant qu'il faut que ça se joue. Il faut qu'on enseigne à nos enfants... ce que c'est, en fait, l'égalité. Oui, c'est ça. C'est un vrai travail du quotidien. En même temps, on traîne tous aussi une culture... je pense qu'il y a aussi plein de choses qui se jouent dans l'inconscient, ou des actes, ou des paroles inconscientes qu'on peut avoir, et on se rend compte, oula, en fait... Complètement. Et c'est ce que je viens de dire, c'est sexiste. C'est vrai, non, mais complètement. Des fois, c'est même... c'est notre vécu aussi, hein. C'est ce qu'on a... c'est notre passé, c'est notre éducation aussi, donc... on a beau lutter, on finit toujours par reproduire à un moment donné. Donc il faut vraiment qu'à un moment, il y a vraiment une cassure et qu'on prenne conscience, en fait, que non, il faut qu'on change notre manière de faire, il faut qu'on change... Moi, il y a quelque chose qui m'avait fait vraiment prendre conscience de ça.
c'était mon petit, le plus petit, quand il avait 3 ans, je crois. Son père a pris le balai et a commencé à balayer par terre. Et puis, il a dit non, papa, c'est le balai à maman, c'est pas ton balai. Et j'ai dit, oh, quelle horreur. Alors là, ça commence mal. C'est pas du tout. C'est pas du tout comme ça que je veux t'éduquer, mon garçon. Ouais. Non, c'est le balai à tout le monde. C'est ça. Même à toi. Oui, c'est ça, même à toi. Donc non, c'est vraiment, il faut vraiment changer. C'est un problème sociétal de fond en fait. C'est vraiment dans les foyers, avant même que ce soit des lois qui passent. Parce que les lois, elles ont beau passer, si dans les foyers. Oui, il ne va pas y avoir l'État, rentre pas dans les maisons pour voir voilà, comment les choses, ce qu'on dit à nos enfants. Donc non, c'est vraiment au sein des foyers même, et c'est le rôle des parents. De vraiment montrer aux enfants que voilà. Ouais. Et puis aussi, sans doute, qu'il faudra qu'en 2050, on ait des rôles modèles féminins beaucoup plus présents qu'actuellement, parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans le domaine des sciences, de l'architecture, alors je ne sais pas dans le domaine de l'illustration, parce que je ne connais pas du tout ce milieu, mais c'est vrai que les références, c'est tout le temps des hommes. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de milieux où c'est hyper masculin, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs. C'est parce qu'on a une société patriarcale. Quoi. Oui, alors que, comme je disais tout à l'heure, ce que peut accomplir un homme, une femme peut... ce qu'un homme peut accomplir, une femme peut le faire aussi, et vice-versa. Donc, il n'y a pas de... Non, il faudrait quand même qu'il y ait une plus grande représentativité des femmes dans des métiers ou des postes où on a l'habitude forcément de voir des hommes, comme les scientifiques, par exemple, les chercheurs, les chercheuses, ça doit être naturel. Et puis l'école aussi, je pense, doit faire son travail aussi. L'école aussi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'éducation. Alors toi, tu travailles beaucoup dans le numérique, tu dessines sur tablette, tu m'expliquais tout à l'heure, voilà, j'ai pu voir un peu comment tu travaillais. Est-ce que tu penses que justement, les outils du numérique, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, peuvent concrètement, est-ce qu'aujourd'hui on est un peu dans la vague avec tout numérique, ou est-ce que concrètement ça peut aider les femmes à être plus présentes, visibles, en tant que femme, en tant que mère, et avec toutes les compétences qu'elles peuvent apporter dans tous les métiers? Oui, forcément, des outils numériques. Alors, faut pas, comme je disais, j'aime bien aussi les vrais échanges humains dans la vraie vie, mais c'est vrai que, moi, je travaille avec plein de gens autour du monde en fait. J'ai des commandes qui viennent du Canada, j'ai des commandes de Suisse, j'ai travaillé avec le ministère de la Santé de la Belgique, D'accord. Et ça c'est grâce à Internet, c'est grâce au numérique. J'aurais pas pu avoir tous ces clients potentiels si on était encore à l'âge du Minitel. Ouais, c'est ça. Déjà mes enfants ils savent même pas ce que c'est que le Minitel. Ouais, c'est vrai. Mais j'aurais pas pu avoir accès à tous ces marchés, tout ça, donc c'est forcément positif, parce que ça nous ouvre aussi sur le monde. Donc non, je trouve que c'est du plus. C'est du plus. Alors justement, pour ceux qui ne regarderont pas cette conversation sur YouTube, ils ne peuvent pas le deviner, mais tu es d'origine haïtienne. Et donc justement, c'est intéressant parce qu'on a aussi ce regard de double culture. Et là, on parle plutôt à une échelle française, européenne ou occidentale. Est-ce que ces choses-là, si tu essayes de te dire à l'échelle mondiale, sur des pays qui n'ont pas le même environnement social et économique, tu arrives à projeter aussi cette vision d'amélioration pour les femmes et les femmes qui travaillent? Oui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que... dans tous les pays, en fait, il y a l'émergence du secteur du digital. Même dans plein de pays africains, ils sont vraiment en train de beaucoup évoluer à ce niveau-là. Et je pense que ça donne aussi beaucoup d'ouverture pour les femmes. Elles peuvent se projeter sur des choses qu'elles ne pouvaient pas forcément faire avant. Donc, non, que ce soit dans le monde occidental ou au niveau mondial, les choses sont en train de bouger et bougent énormément. Il m'arrive de regarder j'aime bien m'inspirer en fait de femmes
entrepreneurs ou pas. Enfin, et je regarde des vidéos des femmes du monde entier. Ça peut être des Françaises, comme ça peut être des vidéos de Sénégalaises ou Ivoiriennes. Enfin, ce matin, je regardais la vidéo d'une Haïtienne aussi qui encourageait les femmes à ne pas se laisser abattre et à pas se laisser décourager, à avancer, quoi. Donc, donc il y a une sororité, ça tu le sens, quelque chose qui... c'est une dynamique. Bien, bah oui. Et puis, de pouvoir voir toutes ces femmes... à travers le monde, sur YouTube, et s'encourager mutuellement, c'est génial, ça crée une synergie, une positivité, c'est extraordinaire, hein, et ça, c'est quand même Internet qui le permet, quoi. Donc, j'aimerais qu'on reparle un peu des enfants, parce qu'on voit que dans tous les pays occidentaux, et même ça commence à s'amorcer dans certains pays d'Afrique notamment, la natalité baisse, donc population vieillissante. Est-ce que finalement, la mammepreneur, enfin ça se trouve c'est bête ce que je dis, mais peu importe, dans 30 ans, en gros, les femmes françaises, on sera peut-être à moins d'un enfant, enfin en termes de statistiques, en moins d'un enfant par famille ou quelque chose comme ça, et que finalement, il y aura plein de femmes entrepreneurs, mais plus tant de mammepreneurs. On le voit au Japon aussi, la population vieillit énormément et ça pose plein de problèmes. Et ça se trouve, cette question de... articulation, parentalité, maternité, travail. C'est vrai que si l'ambition, si les femmes deviennent de plus en plus ambitieuses et veulent vraiment s'insérer vraiment plus dans au niveau professionnel, mais que si derrière les structures ne suivent pas, si elles ne trouvent pas de mode de garde, si c'est une galère monstre surtout à Paris, de faire garder son enfant... c'est vrai que ça peut laisser réfléchir. On le voit maintenant, il y a des femmes, de plus en plus, elles font leurs enfants, j'ai plein de copines, elles font leurs enfants assez tard, parce qu'elles ont privilégié leur vie pro et puis de couple aussi. Voilà, de couple avant, parce qu'elles ont envie d'avancer, de progresser, elles n'ont pas envie d'être mises de côté dans l'entreprise parce qu'elles sont devenues mamans et qu'elles ont pris un congé parental ou... Et du coup, elles vont mettre un peu la maternité entre parenthèses et faire des enfants un peu plus tardivement. Après, de là à vraiment avoir moins d'enfants, j'espère pas. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Et pour pas qu'on en arrive là, il faut justement que les choses se mettent en place, qu'il y ait des modes de garde un peu innovantes. Je sais pas, après, je n'ai pas d'idée là tout de suite maintenant, mais il faudrait que... Parce que c'est vrai, là tout de suite en t'écoutant, je pense aussi, ça se fait plus aux États-Unis parce qu'ils sont plus une approche libérale sur les questions de bioéthique et compagnie, mais de femmes qui font congeler leurs ovocytes, pour justement faire un enfant, en tout cas, faire féconder un ovocyte, passer 45 ans, des choses comme ça. C'est vrai qu'en Allemagne aussi, j'ai entendu en Allemagne qu'il y avait pas mal de choses comme ça. Après, moi, mon regard là-dessus, je reste quand même sceptique parce que c'est vrai qu'il y a un âge, avoir des enfants, plus on les attarde, plus il y a quand même des risques liés à la santé. Et aussi, Puis même des choses pratiques. Moi qui ai 40 ans aujourd'hui, je peux te dire que j'aurais pas du tout envie de me retrouver à changer des couches. C'est ça. C'est fait, c'est plus à faire. Et maintenant, c'est aussi... c'est physique, hein, c'est physique. Les enfants, il faut quand même... avoir quand même de la force vitale, comme c'est ça, de la ressource. Pour, de la ressource, quand... pendant 3 semaines d'affilée, on n'a pas de nuit complète, ou il faut pouvoir se lever et, sans être totalement au radar, c'est très physique. Donc, avoir son enfant à 45-50 ans parce qu'on a fait congeler, si au niveau de la santé, les choses ont évolué et font qu'à 45-50 ans, on a la forme physique de quelqu'un de 30 ans, oui, pourquoi pas, mais là, avec la forme physique qu'on a actuellement, c'est un peu... c'est un peu problématique. Ouais. C'est un peu... comme je le disais, tu es illustratrice. Si tu devais faire un dessin pour illustrer justement la maman entrepreneuse de 2050, qu'est-ce qu'il y aurait, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur ce dessin? Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? J'ai beaucoup d'imagination. Ce serait, alors, pourquoi pas, une maman qui serait en réunion, ou juste avant une réunion avec
avec, je sais pas, des investisseurs, j'en sais rien. Et puis, ben, elle a envie de faire un petit coucou à son petit loup, juste avant de rentrer en réunion. Et puis, hop, la magie enfin, de la réalité virtuelle fait que, comme dans Star Wars, l'enfant apparaît. En hologramme, avec une interaction. Avec une interaction. Et que, enfin, ce serait rigolo. Enfin, je partirais sur quelque chose comme ça. Et puis, ben, elle lui dirait, ben alors, ça va, mon bébé? Oui, ça va, maman. Bah, à tout à l'heure, bisous. Bon, ils pourront peut-être pas se faire de câlins parce que ça risque d'être... je crois que dans Star Wars, ils peuvent pas toucher les... Non, pas trop, quoique quand Luke, avec la force dans le dernier, il se matérialise... C'est vrai, c'était pas mal, ça. J'espère que les auditeurs ont tous vu le film. Ah oui, mince. Donc, non, mais... Et puis, comme je disais, le digital, toutes les nouvelles technologies pourront peut-être permettre justement de pas avoir, par exemple, ce manque. Des fois, les enfants nous manquent quand on est en déplacement ou on ne peut pas les voir. On est en déplacement, mais on peut lui lire une histoire en... Ouais, ben oui, On est à côté de son enfant. Ça fait un peu inhumain comme ça, dit comme ça. Mais... Ouais, mais non, mais si. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Mais bon, là, pour l'instant, on n'a rien. Quand on est en voyage, à part le téléphone... Voilà, Skype. Mais ça pourrait être aussi une manière différente. De rendre plus sensible encore mais oui, ces relations à distance. Carrément. Ça marche. Moi, ça me va bien. Pour conclure cette conversation, il te reste à formuler un vœu, Fabienne, pour 2050. Un vœu pour 2050, dans la thématique de ce qu'on a... Ouais, ou tout autre. Un vœu pour 2050. Là où te porte ton imagination, tes envies. Ah, franchement, non, je vais rester dans la thématique de ce qu'on a vu aujourd'hui. Un vœu pour 2050, c'est que vraiment... que aucun enfant, qu'il soit fille ou garçon, ne se mette de barrière en fait sur ce qu'il peut réaliser dans sa vie en fait, qu'aucun enfant ne se dise non, ça c'est pas pour moi ou c'est pour les autres et c'est pas ma voie parce que je ne peux pas, parce que c'est pas mon milieu, parce que non, j'aimerais que tout le monde se dise c'est possible, c'est faisable, allons-y. Très bien, donc une belle égalité qui soit porteuse d'épanouissement. C'est ça. Très bien. Je valide. Merci à toi, Fabienne. Merci à toi également. Ma façon à moi de recevoir le vœu de Fabienne, c'est de me dire que la résignation n'est jamais le bon choix. La résignation rend triste, je crois. Alors je ne suis pas coach ni gourou, mais j'ai le sentiment que lorsque l'on se bat, alors pour ouvrir son propre chemin, pour atteindre un idéal, on se sent vivant profondément et que ça remplit de joie, même quand les obstacles sont là. Alors pour nous et les générations futures, pour 2050, ne nous résignons pas, vivons. Et mon combat de fin d'épisode, c'est de vous radoter aux oreilles que vous pouvez laisser des étoiles au podcast sur iTunes avec quelques mots doux, c'est important, et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter et peut-être encore plus propager ce podcast. Vous écoutez le podcast, dites-le sur les réseaux sociaux et invitez vos amis à le découvrir. Voilà, ma petite réclame étant faite, je vous laisse, j'espère avec de la joie au cœur. Il ne me reste plus que 3 petits mots pour vous. Soyons toujours curieux.